J'entends le chaos rampant qui appelle au-delà des étoiles, et ils créèrent Nyarlathotep qui serait leur messager, et ils l'habillèrent de chaos pour que sa forme soit toujours cachée au milieu des étoiles. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui, nous allons parler de Cthulhu Death May Die. Rien que le titre déjà, ça donne envie d'y jouer. Même si c'est vrai que ça fait un petit peu penser au titre d'un James Bond, mais bon. Cthulhu Death May Die est un jeu coopératif avec de magnifiques figurines à l'intérieur. Je vais m'extasier aujourd'hui encore une fois. Et puis, c'est un jeu d'Eric Lang, et vous savez que j'apprécie grandement cet auteur. Et alors, pour l'instant, on n'a pas trop abordé de jeux sur l'univers de Lovecraft sur cette chaîne. Mais sachez simplement que c'est un univers que j'adore, vraiment, j'ai toute l'intégrale de Lovecraft et consorts, puisqu'il n'y a pas que Lovecraft qui a écrit sur cet univers-là, derrière après il y a toute une communauté d'auteurs qui a étendu l'univers, et sincèrement c'est vraiment passionnant quoi. Cthulhu Death May Die est donc un jeu de Rob Daviau et Eric Lang pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans et des durées de partie annoncées d'environ 90 à 120 minutes. Mais ça peut déborder. Installez-vous confortablement, sans avoir les chocottes à cause des chocottes. Pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, Cthulhu Death May Die est installé. J'ai fait une petite mise en place qui n'a rien à voir avec un scénario d'origine, parce que voilà, je suis limité en termes de place de cadrage, et donc j'ai fait un petit peu d'impro. Alors nous allons décrire un petit peu le matériel avant de démarrer la mécanique de jeu, à commencer donc par les personnages que vous allez pouvoir incarner, et ils sont nombreux, chacun disposant de sa petite fiche individuelle. On voit ici Rasputin, Rasputin, pardon. Rasputin qui nous dit « Je me suis encore fait tuer ». Et alors faut savoir, bon on en parlera plus en détail plus tard, mais que chaque personnage dispose de compétences particulières. En l'occurrence, Rasputin effectivement peut ressusciter, ce qui est bien utile dans un jeu inspiré de l'univers de Lovecraft. Ici nous avons la sœur Bess, ils devraient avoir honte de leur manque de foi. Moi je la trouve fantastique, voilà, avec son petit poignard et son fusil à canon scié. Aujourd'hui nous jouerons également avec la gamine qui ne sait pas s'exprimer autrement qu'en rigolant. Voilà, c'est une folle furieuse. Vraiment les dessins sont super bien foutus, en fait c'est digne, si vous voulez, de l'univers de Lovecraft. On a tout plein d'autres personnages, voilà, donc il y a vraiment du choix. Avant de démarrer la partie, je vais vous montrer un petit peu le dos de ces plateaux individuels. Les illustrations sont un petit peu plus grandes, et puis en plus, vous verrez qu'il y a le background de chaque personnage, là, la petite histoire, avec une petite citation du personnage en question à chaque fois. Tiens, regardez la Borden, dans la vie, il n'existe que deux certitudes, la mort et les haches, ça me plaît beaucoup ça. Le sergent, Yann Welles, ils nous ont encerclé les idiots, il lui manque un bras, un œil, etc. Mais tu sens que le mec, il va pas tomber sans faire de dégâts. Alors donc, tous ces personnages, bien entendu, disposent de leurs propres figurines, voilà, qui sont très bien faites. Franchement, j'ai rien à dire sur le sujet, c'est parfait. On reconnaît de suite chaque personnage sur le plateau de jeu, sincèrement, même la couleur, voilà, le socle de couleur qui permet de mieux identifier son personnage sur la zone de jeu est finalement assez anecdotique. Et alors je m'active là parce que je sais ce que vous avez envie de voir dans cette vidéo, ce sont les méchants. Et on va commencer par les plus petits d'entre eux, hein, le menu fretin, c'est-à-dire les cultistes, qui disposent de deux designs différents, voilà. Il y en a un qui fait les incantations, là, l'autre qui montre un truc avec son bouquin à la main, c'est impeccable, hein, c'est très immersif. Alors, si on doit parler de monstres, eh bien voilà, je vous présente deux types de monstres qui sont à taille humaine. Donc on a des profonds, on a des ghouls, voilà, je vous laisse
admirer quand même ces figurines. C'est vrai que le détail, moi c'est le genre de design qui me plaît beaucoup. C'est vraiment bien foutu là, le profond là qui sort de l'eau. On sait de suite où on est là, hein. On sait de suite qu'on est chez Lovecraft, il n'y a aucun souci. En même temps, les figurines sont l'un des arguments principaux pour acheter ce jeu, hein, donc... évidemment que c'est extrêmement bien réussi. On va grimper un petit peu dans l'échelle détail, je sais pas ce que c'est, voilà. Désolé, j'adore l'univers, hein, mais franchement, après, les bestioles, je les connais pas toutes par cœur. Mais c'est vraiment ouf, quoi, au niveau du degré de détail des figurines, au niveau de l'immersion, on est vraiment dans du... très haut de gamme. Alors, on va grimper un petit peu plus dans l'échelle de la terreur, l'échelle de l'indicible, puisque je vais vous présenter, là, ici, ça c'est sûr, c'est un Shoggoth, voilà. Franchement, c'est tellement le bordel dans cette figurine, voilà, c'est moche tout en étant beau, c'est ça qui est fantastique avec cet univers-là, c'est ça qui a été bien retranscrit, là, je trouve, au travers de ces figurines. C'est indicible, voilà, c'est indicible pour récupérer un mot cher à Lovecraft, et il me semble que cette espèce de gros mille-pattes limace sensu, là, eh bien, c'est un vampire de sang. Donc là, c'est pareil, je vais continuer à causer un petit peu parce que je veux absolument, voilà, que vous ayez le temps d'admirer ces figurines. Moi, je trouve que là, on est vraiment dans du grand art. Les pattes, enfin, c'est vivant, là. C'est vivant. On a l'impression que le vampire de sang, il est déjà en train de nous courir après dans les couloirs, quoi. Et alors, ça, là, je pense, vous voyez que c'est un chtonien, ou chtonien, je sais pas comment on dit, mais chtonien, je pense, voilà. Putain, pour moi, c'est une des plus belles figurines du jeu, là. Vous voyez, ces tentacules derrière et tout, ça rappelle un petit peu, d'ailleurs, les designs, les chara-designs de la saga Alien, mais bon, Alien s'est inspiré de l'univers de Lovecraft, hein, de toute manière, ça va sans dire. Le détail, les gars, le détail, regardez, les tentacules sur le côté, devant, derrière, il y en a partout, vraiment, on sait pas trop où regarder. Ah, mais des figurines comme ça, sincèrement, on pourrait les exposer en vitrine, hein, sans problème. Hein. Alors, ensuite, on va partir dans le Big Mastoc. Alors ça, ce n'est pas encore Cthulhu, hein, ça c'est juste... une simple petite larvounette stellaire, voilà. Mais déjà, ça a beaucoup de gueule, regardez-moi ça. T'es bébé Cthulhu, voilà. Bonjour. Ça va vous? Moi ça va. Je viens pour réduire votre petit monde à néant. Je vais vous bouffer tous. Excellent, excellent, franchement c'est bien foutu quoi. Alors, derrière, on a la star du jeu, la star Lovecraftienne par excellence, c'est-à-dire Cthulhu, hein, bien entendu. Regardez ça, comme il est massif, regardez par rapport à la taille de ma main, superbe mouvement là, hop, on sent que c'est massif, qu'il y a du poids, que ça a du mal à avancer ce truc là. Ça essaye de nous saisir là de son bras nonchalant. Une masse tentaculaire. Alors c'est marrant le choix de lui avoir fait des séries d'yeux de part et d'autre là, avec une tête aussi allongée, j'ai pas souvenir d'avoir vu des représentations de Cthulhu similaires, je sais pas, après voilà, je vous dis, je suis pas un connaisseur expert non plus, mais j'ai l'impression que d'habitude elle a plutôt une tête plus arrondie, hein, voilà, c'est le choix artistique et original. Moi ça m'a surpris déjà sur la boîte, le dessin de la boîte déjà m'avait surpris un petit peu. Bah, les ailes sont super bien faites, là dans le dos on sent que voilà, il a vécu au fond de l'eau pendant un moment, regardez, je sais pas si c'est des ventouses ou si c'est des coquillages monstrueux qui sont accrochés à lui. Alors ensuite on a son copain Astur, là je trouve que la figurine est encore mieux, vraiment il y a tellement de détails, il y a tellement de trucs qui jaillissent de partout là autour de Astur. Là, je pense que pour ceux qui aiment peindre les figurines, sincèrement, ils doivent se faire plaisir, hein, sur ce genre d'item là. Et alors ce qui est dommage justement dans ce jeu, c'est que les figurines sont super belles, sont gigantesques, mais à côté de ça, le plateau de jeu suit pas forcément, c'est-à-dire que vous le verrez tout à l'heure, en fait les tuiles elles vont être débordées de figurines, vraiment. C'est bien dommage que les tuiles soient pas plus grandes parce que voilà, c'est vrai que ça fait un peu foutoir par moment. Et alors Astur, il est également accompagné d'acolytes, c'est vrai que ça va faire un petit peu prout là, à la fin là, parce qu'ils sont tout petits, voilà, ils ont juste leur petite mitraillette et tout ça. Je finis pas sur le meilleur, mais au moins voilà, ils existent. Donc, je vous les montre également. Alors, ensuite, le plateau de jeu, parlons-en, voilà, alors, je vous l'ai dit, là, c'est une configuration que j'ai totalement inventée, voilà, ça ne touche à aucun scénario, j'ai essayé de faire un truc qui rentre dans le cadrage de la caméra, tout simplement, mais au moins, déjà, ça vous montre un petit peu le principe, c'est-à-dire qu'on a des tuiles, là, comme ça, qui vont pouvoir être imbriquées les unes avec les autres, ça permet d'avoir un plateau modulaire. Et donc sur cette zone de jeu, on va retrouver également des petits tokens, donc il va y avoir un petit peu de tout, hein. Il va y avoir des escaliers qui permettent de passer d'un niveau à l'autre, hein, vers le bas, vers le haut, il peut y avoir des passages souterrains, il va y avoir des portails bien entendu, au travers desquels vont apparaître toutes les horreurs que l'on vient de voir. Et puis en fonction des scénarios ou du grand ancien choisi, il va y avoir d'autres tokens. Par exemple ici, eh bien, nous avons des laboratoires d'alchimistes, voilà, qui vont pouvoir être détruits au cours de la partie. Quand vous construisez on va appeler ça une quête, voilà, sur une partie de Cthulhu Death May Die, eh bien, vous allez fusionner d'abord
un scénario. Donc la boîte de base en comprend 6. Et donc lorsque vous vous saisissez de l'une de ces boîtes, déjà je vous laisse regarder les illustrations qui sont magnifiques. Je vais pas tout vous montrer, mais bon voilà, c'est raccord avec l'univers. De toute façon, on a l'habitude dans cette licence d'avoir des illustrations de qualité en général, surtout chez cet éditeur. Mais alors voyez au dos, à chaque fois on va avoir le descriptif du matériel que contient cet épisode. Là ici, l'alchimie blasphématoire, déjà on va avoir un pitch de départ pour savoir ce qu'il faut faire dans cette aventure, où est-ce qu'on se trouve, etc. Mais on va avoir aussi une carte d'épisode, voilà, qui va décrire les actions spécifiques de cet épisode. Il y a des monstres spécifiques, on a des cartes mythes, on verra ça ce que c'est tout à l'heure, il y a des cartes enquête, et puis je vous l'ai dit, voilà, il y a des petites tuiles laboratoire, il y a des petits tokens jetons de feu, là. Et donc avec cette boîte-là, je vais mixer l'une des deux boîtes Grand Ancien contenues dans la boîte de base. Donc j'ai le choix entre Cthulhu et Astour, et vous pouvez constater que là aussi, il y a un matériel spécifique, c'est-à-dire que je vais avoir des cartes liées au Grand Ancien, je vais avoir des serviteurs spécifiques, voilà, je vais avoir la figurine de Cthulhu, je vais avoir son petit larbin de larve stellaire, voilà, et puis je vais avoir des jetons Riley, je sais plus comment on prononce, si c'est Riley ou je sais pas quoi. Donc voilà, je mixe deux boîtes, l'épisode et le Grand Ancien. Alors l'objectif de jeu sera bien évidemment différent en fonction de l'épisode joué. Alors en vrai, à chaque fois va falloir tuer le Grand Ancien, mais pour le faire apparaître sur le plateau le plus tôt possible, ça va pas se passer forcément de la même manière. Là en l'occurrence, dans cet épisode, il va falloir que l'on détruise des labos d'alchimie. Alors admettons que là, ce soit Rasputin qui commence à jouer, et ces 3 points d'action, il va les dépenser parmi les actions suivantes. D'abord, il peut courir par exemple. Donc courir, ça veut dire qu'il peut se déplacer de 1 à 3 zones de jeu, donc les zones de jeu, ce sont des pièces, tout simplement. Donc là, il a bien vu qu'il y avait un labo au sous-sol, donc il va peut-être rusher vers l'escalier là pour essayer de le rejoindre. Mais ce qui sépare Rasputin, enfin si, parce qu'il a lu les règles, c'est que quand il va rusher là comme ça, à chaque fois qu'il va croiser un monstre, un cultiste, peu importe, ce personnage va le suivre, jusque dans sa zone d'arrivée. Voilà, il le voit passer, c'est normal, il reste pas comme un idiot là au milieu du couloir, ce qui fait que du coup notre ami Rasputin risque d'être un petit peu moins tranquille en fin de tour, mais bon, ça on verra ça tout à l'heure. Mais en plus de ça, vous avez remarqué qu'il y avait des petits tokens de feu là sur le plateau. À chaque fois que Rasputin va passer sur l'un de ces tokens, sur une zone de jeu où il y a des tokens de feu, lui-même il va prendre feu. C'est-à-dire que là, on va lui rajouter des petits tokens à lui, sur son personnage directement, et on gérera ça, vous verrez, en fin de tour. Pour l'instant, voilà, gardez bien en tête que là, Rasputin est en feu. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est attaquer des ennemis. Alors admettons que là, Rasputin a bien conscience que le cultiste l'a suivi, peut-être qu'il va se retourner vers lui et lui foutre un gros coup de mandale. Voilà, c'est un jet de test, tout simplement. Et donc c'est en général, toujours 3 dés noirs. Mais là, en l'occurrence, on a un cas particulier, puisque notre ami Rasputin, lui, il a une compétence qui est le corps à corps, qui lui permet de gagner un dé bonus vert. Mais donc, en gros, il va jeter ses dés à chaque fois qu'il va obtenir un point d'exclamation, ça fera une touche sur le cultiste. Sachant que le cultiste, on le voit là sur le plateau qui récapitule un petit peu ce qui va se passer dans ce scénario, il dispose de 2 points de vie. Alors, faut savoir que si vous n'êtes pas satisfait entièrement de votre lancer de dés, vous pouvez dépenser du stress ici sur cette échelle. Par point de stress dépensé, vous pouvez relancer un dé. Voilà. Alors après, les étoiles ne servent à rien, sauf circonstances particulières. Voilà, il y a des cartes qui permettent d'utiliser ces étoiles, ou des compétences, on verra ça tout à l'heure. Il y a des faces vierges qui, évidemment, elles non plus ne servent à rien. Par contre, il y a des tentacules, et les tentacules, ça nous fait progresser ici, sur l'échelle de la folie. Alors, il y a 2 moyens de mourir dans ce jeu, soit on perd des points de vie, et donc, voilà, bien entendu, ça se termine par la mort, sauf pour Rasputin, voilà, qui peut ressusciter de temps en temps, soit de sombrer dans la folie, voilà, tout au bout de cette ligne. Voilà, la chute se fait quand même assez raisonnablement, puisque on est stoppé, voilà, par ces petites icônes violettes là. Donc on ne dépasse pas, si vous voulez, ces étapes là sur un seul G2D, c'est pas possible. Par contre, ce qui se passe quand on arrive sur ces étapes là de folie, c'est que déjà on va du coup sombrer un petit peu plus dans la démence. Chaque personnage s'est vu attribuer en début de partie un type de folie particulier. Là en l'occurrence chez Rasputin, c'est la paranoïa. Donc lui, quand il arrive sur ces étapes là, tous les monstres sur le plateau de jeu se déplacent d'une zone dans sa direction. Mais il peut y avoir des effets bénéfique au fait de sombrer dans la folie, puisque ensuite, si aucun ennemi ne se trouve dans sa zone, il récupère tout son stress. Donc le stress, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui vous permet de relancer les dés. Alors ici, par exemple, chez Cerbès, celle-ci est pyromane. Donc je rappelle que c'est pas des cartes qui sont associées en permanence au personnage, ça, c'est des trucs qu'on distribue aux arts en début de partie, donc ça change à chaque partie. Bon, ce coup-ci, Cerbès, donc, elle est pyromane, et donc, elle place un pion-feu dans sa zone. Et ensuite, quand elle a fait ça, elle inflige autant de blessures que le nombre de pions-feu
dans sa zone à toutes les autres figurines qui s'y trouvent. Donc Cerbès là c'est carry, hein, va tout faire péter autour d'elle, il va y avoir du feu partout, c'est les flammes de l'enfer. Et donc même ses amis, eh bien ils vont prendre cher quoi. Donc ça à chaque fois, voilà qu'elle passe ces fameuses étapes en folie. Et là vous commencez à comprendre que dans ce jeu, il y a vraiment parfois un sentiment, voilà, d'ambiance apocalyptique. Ça part dans tous les sens, on a l'impression que parfois ben, c'est pas maîtrisé quoi ça. Tout explose. Alors ça me permet de vous parler un petit peu des compétences. Regardez, Rasputin, lui par exemple, il dispose de l'immortalité. Ça veut dire qu'il a une mort gratuite, voilà, dès le départ. Hein. Ces compétences-là, elles peuvent être améliorées. Alors soit en plongeant de plus en plus loin dans la folie, c'est-à-dire en progressant là-haut sur l'échelle de folie, soit au gré des rencontres, au gré des enquêtes, au cours de la partie. Alors là, vous voyez, si par exemple Rasputin évoluait sur l'échelle d'immortalité, eh bien, il gagnerait par exemple une mort gratuite supplémentaire. Voilà, il peut mourir 2 fois, sans problème, en sifflotant. Et puis plus il va progresser sur cette échelle, et plus ses morts seront limite bénéfiques, quoi, parce qu'après, il va ressusciter avec, il sera calme complet, il aura pas du tout de stress. Ensuite, il a une compétence maîtrise des arcanes, alors qui lui sert à transformer les étoiles que l'on a vu tout à l'heure, hein, qui étaient inutiles, en succès. Et il a surtout, ce qui nous intéresse là, une compétence corps à corps, qui lui permet d'utiliser donc un des vers en des bonus, hein, voilà, pour effectuer ses tests lors de combat. Et donc celle-là, échelle de progression, est très intéressante, puisqu'au fur et à mesure, hop, on va pouvoir répartir les dégâts en fonction des monstres, on va pouvoir appliquer tous les dégâts que l'on fait à tous les monstres dans la pièce, etc. Enfin, on devient un vrai ninja avec ces compétences-là. Il y a un vrai sentiment de progression en termes de compétences dans ce jeu, c'est vraiment assez incroyable. Donc là, Rara, il a essayé d'attaquer le cultiste, voilà, il a réussi, il a pas réussi, ça dépend de son G2D. Admettons qu'il ait réussi, alors, il peut à ce moment-là, donc, s'il est tranquille dans une zone, s'il n'y a pas d'ennemis, se reposer. Et se reposer, ça lui permet ici de regagner 3 points, soit de stress, soit de santé, voilà, il mixe un petit peu comme il veut, hein. Ça peut être 2 points de santé, 1 point de stress, par exemple. Il peut aussi, en termes d'action, échanger du matériel, on va voir qu'on récupère du matériel au fil du jeu, et il peut également faire des actions d'épisode. Alors les actions d'épisode, comme leur nom l'indique, elles sont différentes à chaque épisode, hein, tout simplement. Ici en l'occurrence, voilà, on peut éteindre le feu, donc pour ça on effectue un test, hein, tout simplement, pour chaque succès, on retire un pion de feu dans la zone, ça veut dire qu'on si on lance 3 dés noirs par exemple, qu'on a 3 succès, eh bien on retire 3 jetons de feu dans la zone, hein, pas sur les personnages, pas ce qui est en train de brûler Rasputin. Hein. Voilà, si Rasputin par exemple avait été un petit peu moins foufou, ben, ces 3 actions, il aurait pu se déplacer, tenter d'éteindre le feu par exemple, et puis se déplacer à nouveau sans prendre feu lui-même. Ici, on peut également aussi détruire du matériel, hein. Donc là c'est pareil, on effectue un test, hein, 3 dés noirs, vous le savez, et donc chaque succès inflige une blessure au laboratoire. Les laboratoires, on les a vus tout à l'heure, c'est les petits tokens bleus, et les laboratoires, ils ont un seuil de blessure à 4. Si jamais on dépasse ce seuil de blessure, bien sûr, on détruit le laboratoire, ça fait partie des objectifs de ce scénario. Par contre, il peut nous arriver des merdes parce que quand on soulève le token, en fait, eh bien dessous, il peut y avoir des surprises. Par exemple, le labo peut nous exploser à la gueule, foutre le feu partout, voilà. Alors, une fois qu'on a fait toutes nos actions, là, voilà, 3 actions parmi cette pléiade de possibilités que je viens de décliner, eh bien, on doit piocher une carte mythe. Alors, les cartes mythes, c'est pareil, c'est une pioche qui est composée de cartes issues à la fois du paquet scénario et à la fois du paquet grand ancien, hein, donc là, scénario 1 et Cthulhu. Ces cartes vont faire avancer la menace. Par exemple ici je pioche, oh là là, vampire de feu, donc le vampire de feu le plus proche se déplace de 2 zones dans votre direction, alors on le voit là le vampire, il est juste à côté donc hop, il va aller directement chez nous. Alors ensuite quand il arrive en plus on place un pion feu dans la zone, super génial, putain ça crame de partout quoi. Mais en plus de ça, eh bien cette carte nous demande d'invoquer un autre vampire de feu, alors il va arriver par le portail bleu ici, voilà, bam, là ça commence à sentir le roussi. Et alors une chose importante sur ces cartes également, ce sont ces espèces de pentagrammes là, voilà. En fait, on va bien les laisser apparents ces cercles d'invocation dans la défausse de cartes mytho, parce que lorsqu'il y en aura 3, eh bien le grand ancien ici va progresser sur la piste d'invocation. Et que se passe-t-il quand c'est le cas? Eh bien regardez ici, c'est écrit sur la carte d'aspect 1 de Cthulhu. Eh bien on place un pion Riley dans notre zone, donc dans la zone du joueur actif. Les pions Riley, ce sont ces fameux jetons là qui représentent la cité de Cthulhu, et donc qui sont propres ici à la boîte de Cthulhu. Donc si la zone en contient déjà un, ben on en place un dans la zone la plus proche qui n'en contient pas, hein. En fait, voilà, le but du jeu pour Cthulhu, c'est de disséminer ces jetons un petit peu partout. À chaque fois donc que ce grand ancien progresse, on invoque aussi un cultiste sur chaque zone Riley, puis la larve stellaire se déplace de une zone. Donc voilà, coucou, hein, là ça déborde vraiment, hein. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des figurines. Ah, c'est dommage ça. Ça franchement,
c'est un défaut du jeu, voilà. Les cases sont pas assez grosses, putain, les gars, vous avez déconné, là. Vous avez vu la taille de vos figurines ou quoi? Ah, c'est dommage, c'est dommage. Dès qu'il arrivera dans le rouge, en fait, le grand ancien va faire son apparition sur Terre. On pourra éventuellement, d'ailleurs, le faire venir plus tôt si on met fin au rituel d'invocation avant qu'il arrive, voilà, sur ces fameuses cases rouges. Alors, pourquoi faire venir Cthulhu avant, alors qu'on est bien tranquille pendant ce temps? Ben, on n'est pas si tranquille que ça, donc justement, le but du jeu de faire venir Cthulhu avant, eh ben, c'est de pouvoir le poutrer avant que on soit trop entamé, avant qu'il y ait trop de monstres sur le plateau, que Cthulhu soit trop puissant, etc., etc. Donc le plus tôt sera le mieux, en fait. Alors, une fois qu'on a pioché cette carte, qu'on a appliqué les effets, eh bien, on va pouvoir enquêter ou combattre. Alors, là, Rasputin, s'il se trouve dans une pièce où il n'y a pas de monstre, ce qui n'est pas le cas, mais admettons, eh bien, il va pouvoir enquêter dans cette pièce. Pour enquêter, eh bien, il va piocher ici une carte découverte. Alors là, par exemple, il pourrait tomber sur un équipement de pompier, voilà, ça peut servir. Vous pouvez acquérir soit l'extincteur, soit la hache de pompier. Donc, on va vous demander de faire des choix. C'est bien, parce que dans ce jeu, voilà, il n'y a pas que de la bagarre, il n'y a pas que de la fuite, il y a aussi, voilà, ces petites phases calmes d'enquête où on va réfléchir à ce qu'on va prendre. Donc, si je prends l'extincteur, par exemple, eh bien je vais gagner 2 dés verts pour éteindre un feu. Et si je choisis la hache de pompier, ben là, ça me permet quand j'attaque de gagner un dé bonus vert, voilà, si je possède la compétence corps à corps, ce qui est le cas de Rasputin, donc il va prendre la hache. Et là, c'est plutôt bien fait, puisqu'en fait, je vais glisser la carte ici d'un côté ou de l'autre de la fiche de Rasputin, ce qui me permettra de ne laisser apparent que la partie qui m'intéresse. J'aurais pu tomber, par exemple, aussi sur le bureau, voilà, collé au mur, qu'y a-t-il dans le tiroir? Vous pouvez acquérir la bouteille de whisky. La bouteille de whisky, voilà, si on défausse cette carte, eh bien on récupère tout son stress, hein, c'est bien connu, hein, le whisky nous calme, et on défausse toutes les cartes, un poids sur la conscience, là aussi, c'est vrai que le whisky ça aide bien en général, hein, à éluder tous les poids sur la conscience qu'on peut avoir. Donc poids sur la conscience c'est pareil, hein, c'est un style de carte sur lequel on peut tomber comme ça, parce qu'on a fait une action qui nous a laissé un petit regret, voilà, et donc du coup ça va peut-être influer sur notre jeu. Donc voilà, si vous avez ça, ben, une petite bouteille de whisky, et c'est reparti. On peut tomber sur un étudiant furieux, voilà, il ne peut plus me faire de mal, j'ai un flingue. Alors vous pouvez subir une blessure pour acquérir soit l'étudiant furieux, soit le flingue. Si vous prenez l'étudiant furieux, donc Chester, eh bien, vous voyez, il a 3 points de vie, donc ça veut dire que vous pouvez vous en servir comme bouclier humain, par exemple. Hein. Ou alors, c'est le genre de compagnon, voilà, qui, comboté avec une autre carte, par exemple, pourra s'avérer fort utile. Voilà, j'en sais rien. Alors, maintenant, ça, c'était dans le cas où, du coup, Rasputin était tranquille. Mais là, c'est pas le cas. Il y a des monstres avec lui. Donc, ça veut dire qu'il va être obligé, non pas d'enquêter, mais de combattre. Et donc, les ennemis vont l'attaquer, les uns après les autres. À chaque fois qu'il y aura un point d'exclamation, eh bien, ça fera une blessure sur Rasputin. À chaque fois qu'il obtiendra des tentacules, ça fera descendre, là aussi, Rasputin dans la folie. Alors voilà, une fois qu'on a fait tout ça, donc on a fait nos 3 actions, on a pioché une carte mythe, on a soit enquêté, soit combattu, eh bien on résout les actions de fin de tour. Et les actions de fin de tour, alors ça peut être des actions de grand ancien, ça peut être tout un tas de trucs, c'est décrit ici dans les cartes épisodes, dans les cartes de grand ancien. Mais là en l'occurrence, il n'y en a pas, par contre ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on résolve les effets du feu là qui sont en train de consumer Rasputin. Donc Rasputin va jeter un dé noir par jeton feu situé sur son illustration. Donc à chaque fois là aussi qu'il obtiendra un point d'exclamation, il prendra une blessure. À chaque fois qu'il obtiendra des tentacules, il descendra un petit peu plus loin dans la folie. Bien entendu, je le rappelle, il peut utiliser du stress, voilà, pour relancer un dé qui lui plairait pas. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure, voilà, que Cthulhu va progresser ici, alors à un moment donné, il va apparaître sur le plateau de jeu, ça c'est inéluctable. Donc là voilà, bam, il prend toute une case sur la zone de jeu, hein, voilà, c'est mort, tu peux plus rien mettre à côté. Et donc en plus quand il débarque, Cthulhu, bon voilà, il devient aspect 2 là, hein, sur les cartes. Donc on voit qu'il dispose de 12 points de corps, hein, c'est ça qu'il va falloir faire tomber, non pas pour le tuer, hein, mais pour le faire passer à l'aspect 3 tout simplement. Mais en plus de ça, chaque ennemi situé dans une des zones Riley se déplace d'une zone dans votre direction, voilà, au joueur actif. Et en plus, à la fin de chaque tour de joueur actif, on place un nouveau pion Riley dans la zone de Cthulhu. Si y a déjà un pion là, ben ce sera sur une zone adjacente. Sachant que là, Cthulhu, ok, il est sous l'aspect 2, mais en fait sa carte aspect 1 continue, elle, à être active. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ici on va progresser sur la ligne, eh bien on va continuer voilà, à placer du pion Riley, à invoquer un cultiste dans chaque zone, à déplacer la larve stellaire ou à l'invoquer si elle n'est pas encore là, enfin bref, c'est l'apocalypse. Sachant que là encore, hein, dans les règles spéciales aussi du scénario, hein, il faut se rappeler que quand le grand ancien progresse, on place un pion feu dans chaque zone sans feu occupée par des cultistes. Donc... Alors je fais ça parce que, ouais, c'est un jeu qui présente un vrai challenge, même si nos personnages progressent vraiment et que donc on a des pouvoirs vraiment surcheatés à un moment donné, et donc c'est possible, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en plus de ça, je fais ça aussi parce que
Au final, sur ces petites règles là de fin de tour, il y a pas mal de choses à se rappeler. Voilà, c'est facile d'oublier par exemple la petite carte des règles spéciales là, du feu, là où ne sont pas les cultistes, voilà. Donc il y a des petits trucs, en fin de tour, des fois on a un peu à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait déjà, je me rappelle plus. Vu qu'il y a des éléments disséminés un petit peu partout, voilà, le feu est sur les plateaux individuels, la règle spéciale est sur la carte épisode, les effets de progression de Cthulhu sont sur la carte Cthulhu, enfin voilà, ça commence à faire un petit peu trop d'éléments en fin de tour, là, c'est pas la phase de jeu la plus fluide. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible avec cette présentation de Cthulhu Death May Die, même si voilà, j'ai essayé quand même de vous parler aussi de tout ce qui fait l'intérêt du jeu, évidemment. Alors, quoi vous dire sur ce jeu? C'est un bon jeu coopératif. Les figurines, mais ça, vous l'avez compris, sont vraiment superbes, et voilà, vous en avez pour votre argent. Après, voilà, je vous l'ai dit, c'est un jeu qui se renouvelle énormément, voilà, à chaque fois on mixe deux paquets, l'épisode, le grand ancien, il y a des personnages très différents, on leur ajoute une carte folie qui à chaque fois est différente, chaque scénario dispose de son propre matériel, les grands anciens aussi, on a un vrai sentiment de progression dans les compétences personnages, donc c'est plutôt cool, ça fait vraiment pas gadget. Les backgrounds, les petites citations, ça ajoute énormément à l'immersion, en plus des figurines, les illustrations sont au top. La boîte est lourde et épaisse, donc ça peut vous permettre de faire du sport sans même vous en rendre compte. Maintenant, du coup, c'est sûr que le pendant de ça, c'est que le jeu est cher. Hein. C'est dommage que les cases soient pas plus grosses. Franchement, putain, les gars, vous faites des gigantesques figurines et vous nous faites des... Ok, vous pouvez mettre une figurine sur la case, mais vous pouvez pas en mettre plus. C'est dommage. Alors, il y a des zones de jeu qui sont vachement plus grandes que celles que j'ai prises là. Là, j'ai fait exprès de prendre les petits vestibules, en fait, pour vous montrer que c'était hyper serré. Mais quand même, quoi. Quand même. Alors, à côté de ça, voilà, c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mêmes, parce que, oui... C'est relativement fluide, mais ça reste quand même du jeu pour initier. Voilà, il y a des étapes, il y a des combos, il y a plein de trucs à réfléchir. Moi-même, dès qu'on commence à avoir, voilà, 3 compétences, 4 objets, une folie, etc., etc., je commence à me perdre un petit peu dans les calculs. Et en plus de ça, si vous jouez avec un partenaire qui est assez calculateur, ça peut devenir un peu pénible parfois, parce que, en gros, c'est lui qui va prendre le leadership et vous guider. Mais ça, de toute manière, c'est le genre de défaut qu'on va retrouver dans 99% des jeux coopératifs. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, écoutez, les gars, si on est loin, voilà, si on n'est pas dans la même zone, on peut pas se conseiller, c'est tout, on peut pas se parler, c'est comme ça. Donc ta gueule, je fais ce que je veux. Et si j'ai envie de balancer mon amulette, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, je la balance, moi. Ouais, je suis un gueudin, moi. Hey, après, ce qu'on peut regretter, c'est que du coup, c'est pas très orienté enquête, quoi, hein, vous voyez, c'est pas... comme dans les demeures de l'épouvante par exemple, ou du jeu de rôle Cthulhu, où vous allez être axé plus sur de l'enquête. Là c'est vraiment de la bagarre, quoi. Et oui, il y a des phases d'enquête où on va choisir du matériel, etc., des compagnons, mais le but du jeu, ça reste quand même de poutrer Cthulhu, ce qui en soi déjà est un peu une aberration. Ouais, voilà, c'est le petit truc qui me fait tiquer un petit peu dans ce jeu, voilà, c'est ça, c'est combattre Cthulhu. Vraiment. Donc, est-ce que je vous conseille Cthulhu Death May Die? Écoutez, si vous avez déjà du coopératif chez vous, en fait, je pense que ça va pas révolutionner votre vision de ce genre de jeu, voilà. Maintenant, il y a les figurines, il y a l'univers, donc, pour les fans de Lovecraft, c'est vraiment un bon jeu. Certes très cher. Maintenant, voilà, tout dépend ce que vous recherchez. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.